C'est parti. Du coup, Adrien, merci Yes. de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Ouais, je te disais, ça me fait bizarre d'enregistrer depuis ici. Ouais. Et on a quand même un petit écho. Malgré ce que je t'ai dit, il y a des meubles, des rideaux, mais tu vois, pour autant, il y a de l'écho. Bon, c'est pas grave, Ouais. j'espère que ça va pas trop s'entendre Je pense que ça va aller. dans l'enregistrement. Et ouais, bah écoute, bienvenue à la maison. Ça fait plaisir de pouvoir enregistrer ensemble. Ça fait Bah ouais, on se disait c'est quand même très très con d'être au même endroit ouais, et d'enregistrer via un software, tu vois. ouais, mais c'est plus pratique. C'est plus pratique, mais, Ouais. mais en même temps, je pense que c'est cool quand même d'être en vrai. Je trouve que c'est pas la même dynamique quand on est en online. Ouais, carrément. On est moins réactif, il y a toujours un petit délai, tu sais, même si t'es internet fibre 500 mégas, tu vois. Ouais, ouais. Et ouais, donc bah, on verra ce que ça donne. On va voir. Setup à l'ancienne. Mais c'est un truc qu'on a déjà parlé, mais c'est vrai que quand on imagine lancer un podcast, on se dit que finalement c'est simple, il suffit d'enregistrer sa voix Ouais. et puis tout va bien. Mais en réalité, c'est vachement de travail, enfin, rien que pour le setup, quoi. Ouais. Après, il y a tout Bah. le reste pour la préparation, l'enregistrement, la réalisation derrière et puis Mm. la promotion, etc. Mais juste la partie setup, c'est déjà quelque chose, quoi. Bah, de le faire en personne, ouais, ça complique un peu le truc. Puis il faudrait avoir un studio fixe et où tout est en place et on pose nos fesses Ouais. et on clique, tu vois. C'est le projet. Ouais. On pourra aller voir tout à l'heure en haut dans le bureau comment est-ce qu'on pourrait organiser ça, si tu veux. Yes. On démarre ? Vas-y. Allez, je te propose de démarrer avec un truc un peu light. Ok. Je sais pas si tu as vu la cérémonie de fermeture des JO, je l'ai pas vue, Non. mais par contre, non, je l'ai pas vue, mais par contre, j'ai écouté la musique de Kavinsky, Ok. feat. Angèle. Ok. Qui a été du coup la musique la plus chasamée de l'histoire. Ok. Parce que c'était en live et que c'était un nouveau truc. Ouais, alors Ok. ce qui est assez marrant, c'est que si tu veux, tu avais Céron, c'est un DJ français du coup, qui avait fait la cérémonie d'ouverture, qui Ah oui, a ok. été le son le plus chasamé de l'histoire, tu vois, 2 semaines avant, et détrôné 2 semaines plus tard par ce son. Et le son est juste incroyable. Donc je pense que tous ceux qui écoutent ça ont déjà écouté ce son, mais voilà, juste si Ok. tu l'as pas encore entendu, tu connais la musique, c'est Night Call, Ouais. mais avec du coup Angèle qui pose sa voix par-dessus, Ok. incroyable, voilà. Donc Mais- je te partage ce truc. Ok. Moi, j'irai écouter. Moi, je t'avoue que Kavinsky, j'aime beaucoup, tu vois, ce qu'il fait, la prod et tout ça. Mais j'avais été le voir en concert à Montréal parce que j'étais grand fan, tu vois, de Nightcall, etc. Et c'était, je pense, un des pires DJ et concerts que j'ai fait de ma life. Ah ouais. C'était super cher en plus à l'époque par rapport au concert à Montréal, tu vois. Et on avait été tous genre dépités du truc, quoi. Donc, À cause de l'ambiance du concert, mais après non, c'est c'est juste, c'est un très bon, tu sais, producteur, créateur, mais c'est un très mauvais DJ, quoi. Genre, c'était pas, personne n'était dans le truc, c'était, ouais, ok, pour l'ambiance du concert, quoi. c'est ça. Ok. Yes. Ok, bah j'irai écouter ça. Très cool. Et tiens, c'est marrant d'ailleurs, là je voyais, tu sais, sur Facebook les photos, les mémoires qui passent un petit Ouais. peu. Il y a 13 ans, jour pour jour, j'étais dans une boîte en Corse qui s'appelle la Via Notée, dans le sud de la Corse, Ok. pour la dernière de la tournée de Martin Solveig. Tu sais, si tu te Ouais. souviens, à l'époque, il faisait une tournée, je sais plus le nom, où il était habillé en tennisman. Hmm. Et je me souviens même plus, tu vois, de la musique, etc. Ouais. Mais du coup, il y a 13 ans, jour pour jour, Ok. ça m'a donné un sacré coup de vieux. Je pense que je pense que je l'avais vu aussi à ce moment-là. Quand on était dans le coin de Marseille, je crois, il y avait un truc, les Nuits Bleues ou un truc comme ça. Et... On a vu la même tournée. Ok, c'était juste le petit truc dont je voulais te parler. Ouais. Ce son qui est vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la liste ? J'ai pas mal de trucs. Bienvenue dans Business et Coconut, le podcast où on te donne accès aux discussions privées et parfois intimes de 2 amis entrepreneurs nomades. Au programme liberté, bien-être, voyage, business. Ouais, peut-être un petit mini, allez, 3 updates chacun en 1 ou 2 phrases. Peut-être pas mal, tu vois, pour faire un truc un peu dynamique. Ouais. Si tu veux, je peux commencer. Ouais, vas-y. Donc du coup, je viens de revenir à Chiang Mai, là, après 2 mois de voyage. Je voulais partir 1 mois, finalement ça a été 2 mois. Donc c'était très cool, vacances en France et tout ça. Et je suis passé par Singapour aussi sur le chemin. Et 4e fois là-bas et j'ai trop kiffé encore. De plus en plus, j'apprends à connaître le pays
et tout ça. Donc voilà, puis je vais y retourner parce que ma copine est en train d'acheter un appart, donc ça va être deuxième base en place. Et ouais, sinon content d'être de retour, tu vois, genre bien content d'être de retour ici, tout est confort, tu vois, genre la dernière saison j'activais la base, tu vois, maintenant je reviens et la base elle est là, quoi, donc c'est cool. Ouais, je comprends. C'est cool. Et toi, qu'as-tu fait pendant ces 2 mois? Bah, on a fait des épisodes entre temps, mais ouais, on a en fait gros. des épisodes entre temps. Non, pour moi, ça a été, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, ça a été une espèce de combat intérieur avec mon propre focus, tu vois. Ouais. J'ai l'impression d'être. J'ai eu vraiment une espèce de vague, tu vois. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment d'être vraiment au fond, d'avoir aucun contrôle sur mon focus. Ça a été super difficile. Et là, j'ai le sentiment d'en sortir, tu vois, de reprendre le contrôle là-dessus. Okay. Ça demande aussi des sacrifices, ça a nécessité de faire des choix, c'est des choses qui se sont faites par étapes, mais c'est tellement agréable, tu vois, de reprendre le contrôle sur son focus. Je pense que j'en parlais avec un pote, il me parlait en termes de temps de travail. Il me disait, ouais, mais... Parce que je lui ai expliqué, si tu veux, que mon focus était partagé entre différentes choses, que c'était compliqué. J'ai essayé de voir un petit peu avec des potes qui... tu sais, je vais voir des potes qui ont des énormes activités, et puis je leur pose la question, comment tu fais pour combiner tes passions, tes activités à côté, avec le focus boulot, comment tu vois, j'essaie d'avoir un petit peu de l'info là-dessus. Et ce qui revient à chaque fois, c'est qu'en fait, la question, elle se pose même pas. C'est tant que tu es en mode développement, c'est monofocus. Et j'ai le sentiment, en fait, que j'ai défocus, tu vois. J'ai déconcentré mon attention trop tôt. Aujourd'hui, je pense que je suis à 1 ou 2 ans d'atteindre mes objectifs principaux. Ce que j'appelle mes objectifs principaux, ça ne veut pas dire que dans 1 ou 2 ans, j'aurai plus d'objectifs. Mais c'est juste que si j'atteins pas ces objectifs, je pense que je me sentirai jamais accompli en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant que ce que tu veux, tu vois. Okay. Donc j'ai besoin d'aller jusque-là. C'est hyper important pour moi et j'ai le sentiment que je suis à 1 ou 2 ans de les atteindre. Entre 1 et 2 ans, tu vois. Bon, après, on peut toujours voir un peu. Allez, disons 2-3 ans maxi, tu vois. Et l'erreur que j'ai faite, je pense, c'est de me défocus trop tôt. Donc du coup, je suis dans une phase de croissance, mais tu vois, croissance assez tranquille, quoi. Tu vois, plus profiter, le business, il va bien, il n'y a pas de problème, tu vois, mais il n'y a pas vraiment la croissance que j'attends. Et du coup, la décision que j'ai dû prendre, c'est vraiment de me recentrer et de repartir sur le fameux the one thing, quoi, tu vois. The one thing, recentrer sur un seul focus et écarter de ma vie tout ce qui me déconcentre, tout ce qui me distrait, donc tout ce qui va être de l'ordre de la distraction. Alors, écarter de ma vie, ça veut pas forcément dire complètement abandonner, mais ça veut dire ne plus accorder de focus à ce truc-là. Je te prends l'exemple, tu sais, moi le truc qui me prend beaucoup de focus, on va dire, dans ma vie, c'est la moto. C'est une forme de sacrifice, ça a mis du temps pour arriver jusque-là, tu vois, pour accepter ça. Ouais. Mais c'est de me dire, en fait, il y a un moment, il faut faire un choix. Et qu'est-ce que tu veux, quoi ? Est-ce que tu veux atteindre ton objectif professionnel ou est-ce que tu veux, tu vois, dans 5-10 ans, te dire « Ah, c'est cool, pendant ces 2 années, j'ai bien profité de la moto. » En fait, non. Pendant ces 2 années, tant pis si je profite moins de la moto, je veux atteindre mes objectifs professionnels. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est de voir comment... ça ne veut pas dire ne plus faire de moto, ça veut juste le faire passer complètement au second plan. Avoir mon hobby, si tu veux, une fois de temps en temps comme ça, mais ça veut dire ne pas y penser avant, ne plus y penser après. Tu vois, c'est ok, je sais que dimanche je vais faire un truc avec les potes, ça va être cool, on sort, on va rouler, je reviens, terminé. Limite, je veux même peut-être, je suis en train de réfléchir à ça, mais peut-être même pas avoir la moto chez moi, tu vois. Filer la moto à quelqu'un, un garage ou je sais pas quoi, il fait tout l'entretien, il fait tout, et quand moi j'ai besoin de la moto, je vais la chercher, je roule, je lui ramène, et elle est plus à moi. Et tu penses pas qu'il y a des... Parce que tu vois, être à fond tout le temps pendant 2 ans, pour moi, c'est pas possible. Tu sais qu'il y a des phases où genre t'es focus pendant, je sais pas, 2 mois sur un truc, et après, je sais pas, tu fais un voyage, tu refais un peu plus de trucs, et tu reviens un peu reposer au truc.
Parce que moi, je sais que c'était un truc que quand j'avais failli faire un burn-out entrepreneurial, c'était en mai il y a 2 ans, 2022, je crois. J'étais au Mexique et j'avais pas arrêté de faire des trucs, de lancer des trucs, etc. J'étais quand même au Mexique, donc t'as une qualité de vie cool, c'est relax et tout, mais le fait d'être focus principal business pendant tout ce temps-là, ça m'avait un peu mis dans le mal, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu un focus, j'ai une approche, tu vois, genre, là, j'étais en Europe cet été et autres, tu vois, je bossais, j'avançais les trucs, mais j'étais pas à 100%. Mais pour le coup, je reviens ici, et là, je suis 100% pendant, je sais pas, on va dire 2-3 mois, tu vois. Et après, je sais que je vais ressouffler parce que j'ai des voyages prévus. Et je sais pas ce que tu penses de ce truc-là, mais pour moi, en fait, pour moi, d'expérience, dans mon cas, d'être 100% sur un truc pendant plus de, je sais pas, 4-5 mois, même, enfin, ça c'est l'expérience que j'ai eue, mais peut-être pendant plus de 3 mois, c'est dangereux aussi, tu vois. Ok. En fait, je pense pas. C'est-à-dire, il faut décorréler, je crois, le focus de ce que tu... Enfin, moi, si tu veux, le focus, ça veut pas dire que je dois travailler 20 heures par jour, en fait. C'est pas ça que je dis. Tu vois, je peux travailler 3 heures, 4 heures par jour, mais être 100% focus sur ce que je fais. C'est-à-dire, je peux travailler 4 heures par jour, employer mes après-midi, mettons, c'est pas ce que je fais, tu vois, mais pourquoi pas, tu vois, employer mes après-midi à sociabiliser, à voir des amis, passer du temps avec Ella ou peu importe, tu vois. Mais, rester 100% focus. C'est-à-dire, en fait, pour moi, le focus, qu'est-ce que c'est ? C'est le logiciel interne. C'est le logiciel qui tourne en tâche de fond quand tu fais autre chose. C'est ça le focus. Et le problème, en fait, c'est le problème des passions. C'est que quand tu as une passion qui te bouffe ton focus, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'au moment où tu es en train de faire autre chose que bosser, plutôt que ton logiciel interne soit en train de traiter en arrière-plan des problèmes boulot, des problèmes professionnels, ce genre de choses, il va être en train de régler des problèmes liés à ton autre passion. Et c'est un peu le problème du multipassion pour moi, tu vois. C'est comme ça que j'ai analysé le truc. Et aujourd'hui, je me dis, le boulot, je suis passionné, tu vois, c'est ma passion. Ce que je fais, c'est ma passion. La moto, c'est une autre passion. Je peux avoir plein de passions. J'ai aussi un tempérament un peu monomaniaque, tu vois, à me focus sur un truc et être... Voilà. Donc, l'idée, c'est juste être capable de se recentrer sur une passion qui va me permettre d'accomplir un objectif que j'ai choisi de manière rationnelle, tu vois. Donc, voilà, c'est juste ça. Me dire, OK, dans 5 ans, où est-ce que j'ai envie d'être ? J'ai envie d'être là. Sur le plan professionnel, je pense que voilà, c'est ma priorité. Donc, je dois adapter mon focus en conséquence. Voilà. Ok. Ouais, du coup, c'est ta passion qui avait pris enfin, sans que tu l'aies planifié forcément que ce soit ça prenait plus de place que tu voulais lui donner, au final. Ah ouais. Okay. Ça se cannibalise et c'est une espèce de combat, en fait. C'est un combat interne où tu as plusieurs... si tu veux, c'est ça, c'est plusieurs passions qui se battent pour prendre le plus d'espace possible, tu vois. Et c'est assez difficile à gérer, d'autant plus que, tu vois, quand tu as une passion liée au sport ou à ce genre de truc, souvent, c'est du divertissement, tu vois. Ce qui fait que quand tu vas, par exemple, aller sur YouTube, quand j'ouvre YouTube, c'est pour du divertissement dans les 3/4 du temps. Donc, je vais aller voir des contenus relatifs à ça. Donc, dès lors que j'ouvre YouTube, ce qui se passe, c'est que sur ma page d'accueil, j'ai des contenus relatifs à ça. Donc, si tu as le malheur, le matin, d'ouvrir ton YouTube pour je sais pas quoi, ou juste parce qu'il était ouvert sur ton ordi ou ton navigateur, forcément, tu vas être confronté directement à des contenus qui ramènent ton focus à la mauvaise passion, entre guillemets. Donc je trouve que le piège, on va dire, avec les passions / divertissement, c'est qu'elles ont ce pouvoir de cannibaliser tout le reste assez facilement. Tu vois, à cause justement des systèmes d'algorithmes, etc. Ok, intéressant. Moi, je pense pas que j'ai ce truc, j'ai pas de passion brûlante à côté, tu vois. Enfin, je peux dire que j'ai la passion pour le voyage, mais vu que ça fait partie aussi de mon activité et que, tu vois, là, j'étais en voyage, mais j'étais en mode semi-off, on va dire. Mais ouais, ok. Ouais, et puis toi, le voyage, ça fait partie de ton travail aussi, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu voyages... C'est une passion que je peux pas faire ici, entre guillemets aussi, tu vois.
Ouais. Donc c'est plus réfléchi forcément. Tu dis ok, je vais aller sur place, faire tel truc. Ouais, mais c'est ça. En fait, quand tu es en train, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, par exemple, tu vois, si tu as une passion pour le tennis, mais que c'est pas ton métier. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que si le fait de penser H24 à comment améliorer ton coup droit, ça ne te permet pas d'avancer vers tes objectifs prioritaires, alors c'est une connerie, tu vois. Mais toi, si le voyage, c'est une passion, mais en fait, si tu penses H24, tu es en train de penser au prochain, tu sais, ton logiciel interne, il est en train de traiter, ok, le prochain voyage que je vais faire, ça va être ça, je vais pouvoir aller visiter ce truc qui va me permettre de produire ce type de contenu, et au final, ça te permet de servir ton objectif principal qui va être ton objectif pro, tu vois. Je pense du coup ça revient aussi aux objectifs, clarifier vraiment les focus, tu vois, et aussi un autre truc, c'est on dit souvent ton calendrier reflète tes priorités. Si ton calendrier ça devient moitié du temps calendrier dans le calendrier, mais aussi dans le temps que tu passes, ça devient moitié du temps autre chose, ta passion, bah du coup t'es défocus de ton truc, quoi. Ouais, mais ça, moi ça marche pas. Ça, tu vois, clairement, c'est des conversations que j'ai eues ces dernières semaines, tu vois, et ça revenait toujours à la même chose, tu vois, genre ouais, mais non, mais il suffit de t'allouer des plages dédiées, de t'organiser, de machin, mais en fait non, tu vois, je peux passer 3 heures par semaine sur une activité, ça veut pas dire que le reste du temps mon logiciel il va pas être en train de penser à ça, tu vois, et ça vient bouffer le reste en fait. Donc c'est pas le temps actif dans le truc qui détermine mon niveau de focus. Ok. Ouais, je pense qu'après, il y a différentes façons de fonctionner aussi. Il suffit de regarder l'école. Hein. Est-ce que, tu vois, la plupart des gens, quand on était à l'école, on passait 8 heures par jour à l'école, 8 fois. Alors, par semaine, c'était peut-être pas 8 heures par jour, mais on va dire peut-être 30 heures par semaine. Enfin, 35 heures. 35 heures par semaine, un truc comme ça, ok. Mais pour autant, le focus principal de la plupart des étudiants ou des élèves ou je sais pas quoi, c'est pas forcément l'école, tu vois. Pourtant, leur emploi du temps, il est vachement concentré là-dessus. Oh, mais ils ont pas le choix, eux. Tu vas à l'école, enfin, tu vas parce que tu es obligé d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, c'est pas un objectif ni une passion en particulier, tu vois. Et genre, au contraire, peut-être je me dis, tu vois, les gens qui sont vraiment hyper bons élèves, qui veulent les meilleures notes, etc., pour eux, du coup, ça devient peut-être un objectif, un genre de passion, et ils vont rebosser dessus le soir, etc. Alors que les autres, pour qui c'est pas une prio, vont faire d'autres trucs, quoi. Ouais. Tu vois. Non, mais mon point, c'était juste de dire que c'est pas parce que tu passes 30 heures ou 40 heures par semaine à faire un truc que c'est preuve, ça qui va définir ton focus, en fait. Ouais, la preuve avec les gens qui ont des boulots qu'ils aiment pas, etc. Ils se trouvent d'autres choses à côté, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça, c'est la même chose. Ouais. Leur focus, les mecs qui travaillent à l'usine et qui n'aiment pas ça, leur focus le soir, c'est pas leur logiciel interne, il n'est pas en train de traiter comment je vais régler ce problème sur la chaîne de montage, tu vois. Mais du coup, une question que j'avais posée là-dessus pour mieux comprendre, parce que j'avoue que moi, tu vois, j'ai pas trop ce genre de truc-là, mais du coup, si tu as une autre passion secondaire, tu vois, qui est pas dans tes objectifs genre de court terme, etc., qui a pris le dessus, est-ce que peut-être c'est parce que tu avais perdu la passion du truc principal ou que tu avais trop poussé et que tu avais besoin de souffler? Non. Parce que des fois... Ça, c'est un truc. Mes potes, je te dis, quand j'étais... je sais même pas si le terme existe vraiment, mais ils s'amusaient à me dire que j'étais un monomaniaque. Je sais pas ce que c'est vraiment un monomaniaque, on s'amuse avec ça. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que je peux m'intéresser à un sujet. Tu vois, on a un ventilateur là. Alors, j'extrapole pour la blague. Non, mais j'ai fait des trucs chelous quand même. Ouais. Mais j'extrapole un peu pour la blague, tu vois. Mais je pourrais me passionner pour les ventilateurs et devenir tu vois, concentrer toute mon attention sur les ventilateurs et devenir un expert du ventilateur. Et c'est un truc contre lequel je lutte aussi, tu vois. Parce que je me connais avec le temps et je sais que je suis comme ça. Ah non, mais j'ai eu des passions pour des trucs, t'imagines même pas. Hein. Je crois qu'on a déjà parlé. Ouais, j'ose pas trop. C'est des trucs, mais du coup, tu vois, chacun a un peu son système d'opération et tout, mais si tu sais ça peut être une méga force, tu vois. Genre quand tu t'es lancé dans le copywriting, t'étais à fond à lire tous les livres, machin, etc. Mais ça peut aussi devenir une faiblesse si c'est pas les sujets qui sont reliés à ton objectif. Quand c'est canalisé, et tu vois, moi ça se voyait pendant mes études, lorsque je réussissais à canaliser ma passion et mes centres d'intérêt, je majorais ma promo en études supérieures, tu vois. Mais si tu veux, je pouvais osciller des derniers au tout premier, quoi.
sans aucun problème, juste par cette question de focus. Et ça, c'est des trucs d'élèves surdoués, ça. Ouais, enfin, je pense pas être surdoué, mais en tout cas, j'ai un truc avec ce truc de focus et et du management du focus. Et c'est une espèce de combat interne permanent. Mais quand tu le maîtrises, c'est une arme incroyable, tu vois. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est toujours à se connaître et arriver à se patcher, quoi. Ouais. Pour rester dans la ligne. Ouais, pareil, réussir à pas dévier, ouais. Ok. Et du coup, là, c'est bon, t'es reparti. Bon, c'est nos anecdotes de quelques secondes qui durent 20 minutes. Mais ouais, donc t'es reparti en focus, c'est cool. Mais une petite info qui devrait vous plaire si vous êtes entrepreneur, solopreneur ou freelance. On vous prépare quelque chose d'énorme. C'est du lourd et c'est complètement gratuit. Alors si vous voulez en savoir plus, il vous suffit simplement d'aller vous inscrire sur le site businesssetcoconut.com et vous recevrez toutes les informations d'ici quelques jours. On a super hâte. Après, ouais, tu vois, je pense que c'est... j'ai un peu le débat avec pas mal de personnes par rapport à ça, notamment au côté nomadisme, entrepreneur, tu vois, versus entrepreneur ambitieux versus lifestyle, nomade qui veut ambitieux versus nomade lifestyle qui veut bosser juste 2 heures par jour et voilà. Et je pense que c'est avant j'aurais dit non, genre moi je suis ambitieux et c'est tout et machin. Maintenant avec plus de nuances, je pense qu'il y a des phases, tu vois, et j'aime bien justement planifier ces phases, tu vois, de me dire ok, il y a ces périodes là, je fais ça, je suis à fond dessus. Et d'autres phases où je suis plus relax et c'est prévu et ça me fait du bien, tu vois. Ouais. Alors, après, là, mais ça, si tu veux, je comprends. Mais c'est plus la question de l'opérationnel pour moi, ça. Tu vois, ce que je veux dire, en fait, c'est que, tu vois, dans notre boulot, forcément, il y a des trucs qui nous inspirent moins que d'autres. Mais si 100% du temps, tu ne devais faire que et uniquement, tu devais faire uniquement ce qui t'inspire le plus. Tu vois, en fait, la question se poserait même pas. Il n'y a pas besoin. Si ce que tu fais du matin au soir, tous les jours, c'est le truc qui t'inspire le plus au monde, t'as pas besoin de prendre des vacances. Maintenant, c'est une vision un peu utopique, forcément. Tu vois, dans notre boulot, il n'y a pas que les trucs qui nous inspirent, il y a aussi des trucs qui nous font un peu chier. Donc, en fait, je pense que là où c'est important, effectivement, de lever le pied, c'est pas lever le pied sur le boulot en réalité, c'est lever le pied sur la partie de notre boulot qu'on doit faire, mais qui nous inspire le moins. Parce que c'est cette partie-là qui nous amène au burn-out. Et je pense que les personnes qui se retrouvent dans des phases de burn-out, c'est justement parce que la partie de leur boulot qui les inspire pas, voire parfois l'ensemble de leur boulot, prédomine. Tu vois, si tu passes tout ton temps à faire un truc qui t'inspire pas, à faire un truc qui n'est pas aligné avec tes valeurs hautes, tu sais, forcément tu pars en burn-out. C'est une recette. Ouais. Donc je crois que c'est ça en fait. Ouais, mais moi j'ai envie. Enfin, tu vois, sur mon expérience perso du presque burn-out entrepreneur, je faisais que les trucs qui me faisaient kiffer. Enfin, j'étais en train de lancer de nouveaux programmes, de les faire. J'avais lancé mon podcast à l'époque aussi. Je kiffais, hein. C'était juste un trop plein et un trop de volume de travail là-dessus aussi, tu vois. Ok. Mais ouais, tu vois, après, je pense que chacun est différent dans son truc et il faut se... Ouais, je comprends, mais j'ai du mal à... Je pense que c'est important, c'est d'arriver à avoir toujours un peu une prise de recul, tu vois, régulière sur ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est et tout. Et il y a des périodes où, tu vois, par exemple, pendant le Covid, moi, j'étais à Montréal, c'était l'hiver, j'avais quitté mon ex, l'appart qu'on avait en commun, je m'étais pris un petit Airbnb dans une université qui était vide, il n'y avait personne, tu vois, et je bossais genre 14 heures par jour et je kiffais ma life et jamais j'aurais fait de burn-out à cette période-là, tu vois. Il y a des périodes comme ça, tu vois, quand j'étais vraiment dans un truc, j'étais en train de lancer un gros truc aussi. Je pense qu'il y a différentes périodes, puis qu'on évolue et il y a différents types aussi de lassitude. Tu vois, par exemple, Freemote, moi ça va faire 5 ans là en septembre. Ouais. J'ai réussi quand même majoritairement à garder mon focus là-dessus, tu vois, et je suis content parce que mon premier réflexe quand j'ai lancé c'était de dire ok, qu'est-ce que je fais ensuite, mais mettre en place des trucs de contenu, des systèmes d'acquisition, l'organisation à l'interne, etc. Et là, tu vois, je me sens prêt à relancer d'autres projets et complètement, tu vois, continuer l'accompagnement et continuer dans cette voie-là aussi. Mais pour moi, c'est la suite de ce que je fais, mais aussi lancer d'autres projets un peu hors dehors, tu vois, typiquement une idée de SaaS que j'ai. Qui sera pour le coup un autre domaine et tu vois ça pourra faire
ce sera un autre focus intéressant. Tu vois. Je me sens plus passionné par ça en ce moment que des formations. Parce que ça fait longtemps et que je vois comment ça marche et tout, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, mais c'est exactement ce que je te dis en fait. ouais, je sais pas. Bah si, je pense que ouais. En fait, le truc. Toi, tu parles de revenir au focus de base. Ouais, mais en fait, il peut évoluer. Ah oui, bah oui, ça oui. Il peut évoluer. Ouais. Donc ce qui était ce sur quoi tu étais vachement aligné et ce qui te nourrissait à fond il y a 5 ans, c'est plus la même chose que ce qui te nourrit aujourd'hui, tu vois. Donc enfin ce qui te nourrit, tu vois, tes valeurs. Donc je crois que c'est ça en fait. Et aujourd'hui, tu as de la lassitude, etc. Donc si tu fais 14 heures par jour sur le même sujet qu'il y a 5 ans, il y a moyen que tu partes en focus parce que ça te passionne moins. Ouais, oui, bah ça c'est sûr, ouais. Mais je veux dire, le même, pour moi, c'est aussi le même type de projet, tu vois. Genre relancer, même si le sujet me passionne, etc., relancer un accompagnement, ça me fera forcément moins kiffer que lancer un truc complètement différent. C'est un peu le truc d'objet brillant, tu vois. Ouais. Et ouais, mais ouais. c'est ça. Mais ça me... Enfin oui, je comprends. Normal. Yes. Je crois. J'espère. Bon, on a bien dévié, mais je pense que c'est intéressant de, tu vois, de temps en temps d'avoir un peu cette prise de hauteur, je crois. Ouais, mais c'est parce que ouais, c'est intéressant et les phases aussi parce que tu vois, je me souviens, un an, on avait parlé, c'était avant le podcast, c'était en mode vocaux WhatsApp, mais tu me disais ouais, je passe trop de temps à faire de la mode. Déjà il y a un an, tu me disais je passe tout mon temps à faire ça, j'arrive plus à J'en ai racheté me refocus. 3 depuis, laisse tomber. Ouais, mais t'étais vraiment parti dans un truc moto first quoi à cette époque-là. Mais ouais, mais le truc, mais parce que fait, tu cherchais la suite de ton projet pro que maintenant t'as trouvé. Ouais, probablement. Mais enfin, je pense qu'il y a d'autres trucs. Notamment sur la clarification des objectifs, etc. Tu sais, je suis assez convaincu d'un truc, c'est que la clarté apporte de la confiance et le manque de clarté apporte du stress, tu vois. À partir du moment où tu es clair, tu as confiance dans tes objectifs. Moi, c'est ma vision du truc. Aujourd'hui, j'ai confiance dans mes objectifs. Je sais pertinemment que je vais les atteindre, mais maintenant, je sais aussi que ça va pas se faire tout seul, tu vois. Alors peut-être qu'il y a un an c'était pas le cas, mais toujours est-il qu'aujourd'hui prendre la décision d'abandonner une passion ou en tout cas de la mettre de côté, bah, c'est pas un truc qui se fait comme ça en réalité. Et ça, je pense que ça peut être intéressant pour n'importe qui écoute ça, tu vois, c'est de se dire ok, dans 5 ans, si aujourd'hui je dois faire un choix entre mes différentes passions, tu vois, pour recentrer mon focus, concentrer mon focus. Bah, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je vais regretter dans 5 ans, tu vois. Donc ça a été le premier travail. Mais je t'assure qu'avant même de faire ce travail, le problème, c'est envisager d'abandonner une passion. Tu vois, avant de faire ce travail, quand tu mets en place ce truc, quand tu réfléchis à ça, c'est que déjà au fond de toi, tu dis bon bah, tu sais qu'il y a peut-être qu'il va falloir abandonner un truc, peut-être qu'il va falloir arbitrer si tu veux un peu. Et je t'assure que ça c'est difficile. C'est-à-dire la première fois où quand j'ai commencé à y penser vraiment, je l'ai pas, si tu veux, j'en ai pas parlé tout de suite quoi. Tu vois. C'est bizarre, hein, mais se dire, ouais, c'est un peu comme une forme de rupture en fait. Ouais, mais c'est aussi parce que je pense que c'est profond, ça vient faire partie d'une certaine identité que tu as aussi, avec des personnes ou autres ouais, aussi. Mais c'est vrai, tu vois, ça fait. J'ai aussi un groupe de potes liés, tu vois, qui est lié à la moto. Puis les gens que tu connais savent aussi que t'en fais, tu vois, il y a des gens, ils te voient Adrien, c'est le copywriter motard, tu vois. Peut-être. Et du coup, si tu songes à enlever la partie motard du truc, bah, ça change, ça te fait changer, quoi. Toi, et puis aussi pour les autres. Du coup, tu te crées une autre identité qui est genre Adrien, Adrien moto, 2024, full focus business, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Mais du coup, c'est vrai que ça crée des problèmes. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'était ça ton sujet là que tu t'as mis, décider de faire all-in sur tes objectifs. Ouais. Ok. Ouais, je sais pas du coup si c'est ça dont on a parlé ou si tu as d'autres trucs peut-être. Si tu peux, moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est qu'est-ce qui t'a fait te dire ok genre all-in sur les objectifs, tu vois. Parce que je pense que avant tu avais tes objectifs et là t'as reshufflé un peu tout le truc et t'as fait du travail qui est maintenant t'as l'air ce que tu disais, hyper clair sur ce que tu veux faire, ce que tu es prêt à faire pour y aller et tout ça. Est-ce qu'il y a eu un truc qui t'a fait déclencher ça ou ça s'est juste fait organiquement? C'est une bonne question.
Parce que je pense que l'objectif final, il a peut-être jamais été aussi précis, mais c'était toujours plus ou moins ça. Je sais pas si c'est un objectif de personnes accompagnées ou de CA ou d'argent de côté pour toi, tu vois, mais on sait plus ou moins ce que c'est, tu vois. En fait, je pense que c'est un travail de visualisation. Tu sais, quand tu fais, c'est un travail de visualisation. En gros, alors je pense que c'est ça le point de départ, c'est que j'ai mis une vidéo YouTube de méditation et cette méditation proposait un truc de visualisation, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, dans cette visualisation, l'idée c'était de se projeter à X années, je sais plus trop, tu vois, mais se projeter dans le futur et imaginer sa vie, machin, tu vois, vraiment la visualiser, quoi. T'es le toi du futur. Et je pense que c'est ça qui a eu un impact, tu vois. C'est de se dire, mais en fait, cette personne, elle est là, elle vit comme ça, elle fait ça, elle machin, tu vois, elle a ce type de préoccupation, son quotidien, c'est ceci, c'est cela. Ok. T'es Ouais. partant pour me partager un peu ce que t'as en tête pour toi? Parce que je sais que c'est un truc, moi, qu'il faut que je refasse aussi pour clarifier certaines étapes, mais du coup, ça m'intéresse si t'es ok de partager dans les grandes lignes, tu vois, qu'est-ce que tu ferais dans quelques années et comment Ouais. Ou Alors non, t'es pas obligé. Hein. Ouais, c'est un peu, c'est pas évident à partager. Enfin, je pourrais t'en parler. Je préfère qu'on en parlera tous les deux si tu veux. Mais ouais, je comprends, mais ouais, c'est un peu intime, tu vois. Ok. C'est un peu intime. C'est toujours quand on visualise, c'est toujours un peu des traits exagérés aussi et un peu. Non, mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, il y a aussi il y a un truc vis-à-vis de mes parents et tout, tu vois, qui rentre dedans et il y a ça, il y a aussi des trucs, tu sais, j'ai pas envie que... Il y a aussi des trucs, j'assume si tu veux, en privé, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi des trucs qui pourraient peut-être paraître un peu ostentatoires ou ce genre de trucs. Mais si c'est mal compris, ça peut paraître ostentatoire parce que, en fait, c'est pas ça, c'est juste que il y a des choses que j'ai envie d'expérimenter dans ma vie, mais ça peut être mal perçu, tu vois. Donc c'est pour ça, on en reparlera, mais voilà. Ok, bah écoute, ouais, très cool ce sujet. Et moi, niveau objectif, bah, j'ai parlé tout à l'heure rapidement de mes... En fait, j'ai un plan d'action assez clair pour la suite dans la partie, dans le business, on va dire business d'accompagnement, des choses qui sont en train d'être mises en place et qui suivent leur cours. Mais tu vois, comme je disais, je sens aussi le besoin de m'attaquer à d'autres projets en dehors de ce monde business-là. Et du coup, j'avais un mastermind, là c'était avant-hier, j'ai dû me lever à 5h30 du mat pour le faire, parce que c'est avec les US. Et ma problématique c'était un peu ça, c'était voilà où j'en suis, mes projets, ce qui est prévu, etc. Les 3-4 grosses idées que j'ai, et comment choisir et prioriser ça. Et il y a eu plein de conseils qui m'ont été donnés, mais je pense que le plus impactant et sur lequel il faut que je travaille le plus, c'est justement de visualiser dans 10 ans, tu vois. Dans 10 ans, puis après découper ça, etc. Et c'est vrai que cette partie-là, moi, elle est un peu floue, tu vois. Tu te vois, ok, tout va bien, tu as atteint tes objectifs, tu as un autre style de vie, etc. Mais c'est pas clair, tu vois. C'est pas assez visuel. Mais ça, je pense que ça se travaille, en fait. Ça se travaille, mais ça, faut que je travaille là-dessus. En fait, c'est la répétition, tu vois. À chaque fois que tu fais... moi, je te partage mon expérience, là. C'est qu'à chaque fois, en fait, que tu fais ce travail de visualisation, tu as des éléments qui se rajoutent, tu vois. Et plus tu ajoutes de détails dans ce que tu visualises, et plus ça devient clair, en fait. Et plus ça devient clair, plus tu as confiance. Okay. Donc je pense que c'est la répétition. Donc il y a le boulot de fond à faire, mais c'est la fameuse routine de visualiser tous les jours que j'ai jamais réussi à faire parce que je trouvais ça très bizarre. Mais oui, mais alors en fait, c'est parce que t'es passé à travers toi. Enfin, je sais pas si t'avais déjà fait ça dans le passé, de visualiser régulièrement et que t'avais arrêté, que t'as repris. Oh, alors là, si tu me lances là-dessus, en fait, le truc, non, j'ai jamais trop arrêté, mais c'est que, et ça, je crois que c'est le problème de beaucoup de monde, c'est que souvent, cette mécanique, elle est mal comprise. Pourtant, elle est hyper... elle est pas importante, elle est fondamentale. Genre fondamentale. Bah parle-en, parce que moi ça m'intéresse, puis je pense que je suis pas le seul. Vas-y, let's go, mais là je peux te dire qu'il faut s'accrocher. Ok. En fait, la façon de modéliser le truc est la suivante, c'est que souvent, on se trompe dans la raison, on se trompe dans la perception qu'on a de nos objectifs.
Tu sais, si je te demande pourquoi tu as tel objectif ambitieux, Mm. tu vas me dire, bah, je sais pas, parce que ça me permet d'évoluer. Mm. Et en fait, ce qui est intéressant, tout le monde répond ça au final. Hein. Tu vois, au début, on me dit, bah, je sais pas, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de muscles, pour machin. Attends, tu peux juste regarder si c'est une alarme, je pense. Ouais. Du coup, ça a coupé. La dégager et peut-être remettre la vidéo. Ok. J'espère que ça va pas tout casser. Tu peux juste regarder si ça continue de filmer. Ouais, là c'est bon, ça filme. Ok. Ouais. Donc voilà. Donc je te disais, quand tu demandes à n'importe qui pourquoi est-ce que tu as tel objectif ambitieux, Mm. la question elle se pose sur les objectifs ambitieux, hein, pas sur objectifs à 2 balles, tu vois. Pourquoi est-ce que tu as cet objectif ambitieux? Les personnes elles vont te dire au départ, bah parce que je veux gagner plus d'argent, ou parce que je veux être plus musclé, ou parce que j'en sais rien, tu vois. Mm. Mais si tu creuses un peu, C'est bateau quoi, si on te donne un truc bateau. au final, si tu creuses, la réponse finale, c'est toujours la même, c'est pour évoluer, Mm. tu vois, pour me dépasser. Et finalement, là où on se trompe, c'est que la plupart du temps, on va concentrer notre énergie sur l'objectif, alors que si on concentre notre énergie sur devenir cette évolution, Mm. bah, tu te rends compte qu'en fait, cette personne vers laquelle tu as évolué, c'est la personne qui est capable de réaliser cet objectif. Donc en fait, toute l'idée, c'est de prendre le triangle à l'envers. Plutôt que de se focaliser sur l'atteinte de ces objectifs avec l'objectif caché en fait de devenir une autre personne, bah, autant se concentrer sur devenir cette autre personne capable de réaliser cet objectif. Ok ? Ouais. Ça, c'est la première partie du travail. Ensuite, c'est comprendre qu'est-ce qu'une personne, qu'est-ce qu'une identité. Si aujourd'hui, tu es une version de toi-même, ça peut paraître un peu perché, mais en réalité, pas tellement. Si aujourd'hui, tu es une version de toi-même, du coup, ce que tu cherches à devenir, c'est une autre version de toi-même. La version de toi-même qui a compris plus de choses, qui a intégré machin, etc. et qui est capable d'atteindre l'objectif que tu cherches à atteindre. Ok ? Cette personne, cette nouvelle version de toi-même, en fait, c'est une identité. Et une identité, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de croyances. Ok ? De croyances, de savoir, etc. C'est des croyances. Et le truc, c'est que quand on cherche à évoluer, en fait, quand on cherche à devenir une autre personne, une autre identité, ce qu'on cherche à faire, c'est faire évoluer notre système de croyances. Système de croyances, c'est quoi ? C'est l'ensemble de nos croyances, tu vois. Donc, on va prendre nos croyances. On a une V1 de nos croyances, tu vois. Tu imagines une longue liste, longue liste Excel, tu vois, mettons, avec croyances sur ça. Et à l'intérieur de cette liste, il faut faire évoluer certaines des croyances, il faut changer certaines des croyances dans la matrice, tu vois, pour devenir cette nouvelle personne capable d'atteindre son objectif. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Okay. Et si on se concentre sur changer les bons éléments de cette liste, le problème, c'est qu'on en vient à tuer cette ancienne identité, tu vois. Donc, en devenant une nouvelle identité, on tue l'ancienne identité. Et le réflexe de n'importe quelle entité qui est sur le point de mourir, c'est d'essayer de survivre. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle, notamment, on est confronté à des résistances. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant de mettre de la conscience là-dessus. C'est que quand on est confronté à une résistance, c'est probablement parce qu'on est en train d'évoluer dans nos croyances. Donc c'est un bon signe. Et c'est un truc de ouf, mais tu vois, quand tu es en train... Enfin moi c'est un truc de malade quoi. Tu sais, je vais être en train de bosser sur un truc où pile au moment où j'ai un truc, si je le fais, comment dirais-je, si je suis objectif sur le truc, si je fais ce truc-là, ça va me permettre vraiment d'évoluer et de passer un cap, tu vois. Et bien tu peux être certain qu'au moment de faire ce truc-là, je vais avoir envie de passer l'aspirateur ou d'aller pisser, tu vois. C'est un truc de malade, tu vois. Tu as une résistance qui vient s'appliquer à ce moment-là. Ouais. Et si tu mets de la conscience, tu sais, le moment où tu es en train de faire un truc et tu sais pas pourquoi tout à coup tu as envie de passer l'aspirateur, c'est probablement qu'en fait cette chose elle est super importante parce qu'elle te permet de faire évoluer tes croyances et de changer d'identité, tu vois. Donc, je reviens à mon truc. En fait, tout le système de visualisation, etc., permet de se projeter dans la nouvelle identité et en fait de remplacer les croyances qui nous limitent. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un truc, tu vois, tu parlais de ton tableau avec des lignes, etc. C'est un truc tu le fais et tous les jours tu te répètes ces trucs-là.
c'est ça? Ça peut marcher comme ça en fait. Ok. En fait, le tout, c'est juste d'associer un maximum de sens à ce travail. Tu vois? Et c'est pas, ça peut paraître bullshit, mais en l'occurrence, tout ce truc d'affirmation positive et tout ça, c'est ni plus ni moins des choses qui ont été pompées du docteur Coué. Le docteur Coué, c'est un psychiatre qui a démontré au début du XXe siècle, ou fin du XIXe, je ne sais plus trop, qu'il était capable de soigner ses patients simplement en leur proposant de répéter des affirmations. Le docteur Coué a introduit le principe des affirmations, le concept des affirmations positives, tu vois. Et derrière, à l'époque, tu n'avais pas Internet, etc. Donc le mec, il écrit, il a des papiers, des machins qui sortent, tu vois. C'est repris par des Américains et ça tombe dans la PNL. Et c'est comme ça, en fait, que c'est arrivé, que ça a été pompé, entre guillemets, dans la PNL. Mais au départ, ça vient, tu vois, c'est un truc médical, quoi. Okay. Tu vois ce que je veux dire, c'est scientifique. Donc, et derrière, tu as eu le secret et toutes ces conneries, tu vois. C'est pas des conneries dans la mesure où c'est bien compris, mais souvent c'est mal compris. Donc en fait, le principe, c'est juste comprendre que ces affirmations, c'est pas magique. Le but, c'est pas si je répète 100 fois ce truc-là, tout à coup, tu vois, je fais 2m10, je fais 2m10, je fais 2m10, j'ai beau le répéter 10 fois, je vais pas faire 2m10 à la fin, tu vois. Donc c'est aussi con que ça en fait que de répéter des affirmations. C'est d'avoir un peu un plan de match, tu vois, de conscientiser le truc et de. C'est juste de le ressentir. Ouais. Et ça doit te permettre de te projeter dans cette nouvelle identité. Et plus tu vas devenir cette nouvelle identité, plus tu vas prendre du temps pour te projeter à l'intérieur de cette nouvelle identité, plus tu vas casser tes anciennes croyances, les fameuses croyances limitantes qui te limitent aujourd'hui. Okay. Tu vois, et faire évoluer ton système de valeurs. Et ok. Et deux trucs du coup là-dessus. Est-ce que tu as déjà des ressources principales qui t'ont aidé là-dedans, des bouquins, des podcasts, des mouvements à checker? Il y a 50 000 trucs, En fait, je crois que c'est une espèce de compilation de plein de choses. Déjà, tu as tout ce qui tourne autour de la méthode Coué. Tu as plein de trucs. Tu as la PNL. Tu as des trucs aussi d'Anthony Robbins. Beaucoup de discussions que j'ai pu avoir aussi avec Louis, mon pote Louis, tu sais, dont on a parlé plusieurs fois. T'as des travaux aussi d'un mec qui s'appelle Dr. John DeMartini, un américain. T'as tous ces trucs là en fait. Okay. C'est un peu une espèce de compilation de tout ça qui m'ont permis de comprendre ce truc là. Mais en fait ce truc là, c'est juste qu'il faut faire un effort pour vraiment réussir à le comprendre et l'intégrer. Et après c'est assez magique quoi. Ok, très bien. Ok. Et ouais, du coup, je vois des trucs aussi. Moi, il y a un truc que j'essaie de garder. Alors, c'est un peu dans le même style. Il faut avoir conscience de certaines choses, mais tu vois, c'est genre la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais tout. Tu vois, par exemple, quand tu fais un truc, de le faire bien et de faire le truc le mieux que tu peux, et pas te dire vas-y, ça me saoule, j'ai la flemme. Tu vois, c'est un truc aussi, tu vois, de se dire ok, je suis le genre de mec. Tu vois, le niveau identité par rapport au sport, tu vois. Là aujourd'hui j'ai une journée de malade, genre j'ai fait plein de trucs ce matin, tourné machin, là je suis arrivé en retard pour enregistrer l'épisode, je me suis inscrit au sport ce soir, tu vois, j'ai la flemme, j'ai même pas checké mes mails, mes trucs de la journée, tu vois, mais j'ai cette identité de me dire je suis ce mec qui annule jamais le sport, tu vois, qui vente, qui pleut, qui neige, peu importe quoi. Et du coup tu vois ça c'est un truc aussi vachement puissant. Ouais. Et du coup tu sais pareil ce podcast j'aurais pu t'envoyer un message genre ça va pas le faire, j'ai trop de trucs et tout. Mais non, tu vois, je le fais et je pense que ça c'est cool aussi parce que tu restes consistant, je sais pas si c'est l'anglais ça, avec ce que tu te dis, tu vois, ce que tu fais. Tu restes en accord avec ton identité. Ouais. Genre on s'est confirmé le podcast il y a 2 ou 3 jours, tu vois. Ouais. Si j'arrive aujourd'hui et je te dis non on annule, ça veut dire que je me suis pris comme une merde, tu vois, dans mon organisation, dans mon truc, etc. Donc c'est un truc que j'aurais pu éviter. Donc c'est bien aussi que ça me punisse un peu dans un sens pour que je m'organise mieux pour la suite, tu vois. Ouais, mais si tu réfléchis, en fait, ça va directement dans le sens de ces fameuses des croyances, quoi. C'est-à-dire, si tu admets la croyance que tu es une personne fiable, tu es une personne qui fait beaucoup de choses, tu es machin, d'abord, ça te booste et surtout, en fait, le truc, c'est que tu as conscience que si tu le fais pas, alors quelque part tu reviens en arrière,
tu sais, une espèce de truc rétrograde sur tes croyances, quoi. C'est-à-dire, bah, tout à coup, en fait, non, ah ouais, putain, en fait, je suis pas quelqu'un de fiable, tu vois. Ouais. Ouais, je trouve que le pire truc, c'est de se... Enfin, tu vois, tu peux décevoir des gens dans les trucs parce que tu fais pas ce que tu avais dit que tu fais ou tu le fais envers, etc. Mais le pire truc, je pense, c'est de se décevoir soi-même. Ouais. Et des fois, les gens, ils conscientisent même pas, tu vois. Ils se sont dit, ah bah, je vais faire tel truc. Ils le font pas. Mais tu vois, ils se sont un peu menti à eux-mêmes, quoi, au final. Ou alors, ils ont pas respecté leurs paroles envers eux-mêmes. Et je pense que c'est limite, ça va faire un peu genre monocentré ce que je dis, mais c'est limite plus important de respecter ses engagements envers soi-même que ceux vers les autres. Parce que si tu peux pas déjà respecter ce que tu te dis envers toi, ça marche pas de respecter ce que tu dis aux autres aussi, tu vois. Ouais. Mais je suis complètement d'accord. Même si c'est selfish, hein, mais tu vois. Bah non, mais je pense que c'est. Tu sais, moi, ça me fait toujours penser à ce truc, tu sais, dans l'avion. Tu sais, on te dit d'abord tu te mets le masque à toi, comme ça une fois que tu es en sécurité, tu peux t'occuper des gens à côté, tu vois, mais d'abord à toi. Bah, je pense que c'est la même chose en fait. Mais je suis vachement d'accord avec toi. Et du coup, tout à l'heure tu me posais la question, je pense qu'il y a une part de ça aussi dans ma remise en question sur les questions de focus, etc. Tu vois, je suis tombé un peu là-dedans à un moment et je m'en voulais sur des trucs, tu vois. Donc il fallait réparer ça et c'est tout le sens de toute la réflexion que j'ai eu autour de ça, quoi. Ok. Une espèce d'introspection, machin, tu vois. Non, c'est bien, c'est sain de refaire de temps en temps. Ouais. C'est bien de pas être tout le temps en introspection parce que sinon c'est compliqué, mais des fois de faire un peu des deep dives. Ouais, avoir des phases comme ça. Et puis tu sais, ce qui est intéressant, je pense que ça c'est un bon truc aussi, c'est l'introspection c'est bien, se ressasser les choses c'est con. Tu vois, c'est-à-dire ressasser des trucs encore et encore, tu arrives sur le truc là. Tu vis dans le passé. Ouais, et puis en fait, tu tournes en boucle. Et du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir des inputs dans ta réflexion et avoir les bons inputs, tu vois, pour ensuite avoir un bon output qui sera l'action. Tu sais, la mise en œuvre de ta réflexion. Et donc, en fait, si tu veux, c'est un peu comme une machine pour moi, l'introspection. On met des inputs, on fait marcher la machine, on rajoute des inputs, on fait encore marcher la machine, etc. Et puis à un moment, pouf, on a un truc, plan d'action ou je sais pas quoi, output, et là c'est le bon output. Mais ça entend, tu vois, de faire entrer les bons trucs, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les infos. Moi, je trouvais ça vraiment cool, et putain, vraiment, mais je trouve qu'on a une chance de fou, tu vois, dans notre environnement et tout. C'est que je suis allé chercher des infos tu vois, j'ai demandé de l'aide, si tu veux, de l'aide, tu vois, entre guillemets, tu vois, mais un peu quand même, tu vois, j'ai demandé des conseils à des mecs, tu vois, de fous, quoi, tu vois, qui ont des business de malades et tout, et j'ai toujours été accueilli, tu vois, enfin, tu sais, vraiment, tu vois, avec les bras ouverts, quoi. Et alors évidemment, les mecs, ils ont pas 3 heures à t'accorder, mais tu sais, c'est des mecs qui gèrent 200 employés ou ce genre de trucs, tu vois, et qui vont te donner le bon conseil, tu vois. Et je trouve que ça, là-dedans, j'avoue que j'ai du mal à savoir si à quel point on a tous la possibilité d'accéder à ce genre de personnes. Je sais pas trop, tu vois, mais en tout cas, un truc, c'est que les personnes qui sont au-dessus, tu vois, qui sont plus avancées que nous, évidemment, elles n'auront pas, tu vois, 10 heures à t'accorder, elles ont des trucs à faire, tu vois, par définition, mais un petit conseil ou un truc comme ça, elles le feront, la plupart, elles le feront avec plaisir, quoi. Ouais, mais je pense que ça vient aussi de la bonne façon de les approcher et de demander, tu vois. Ouais. Moi, j'ai des gens sur les réseaux, moi je suis prêt à donner de l'info et tout ça, tu vois, quand les gens me contactent et tout. Et quand c'est bien fait, bah avec plaisir, tu vois, genre je te donne les infos, on en parle, etc. Mais il y a des gens qui sont genre sans gêne, quoi. Genre vraiment, enfin, j'ai l'exemple d'une fille qui m'a vraiment énervé sur Insta. Genre elle m'écrit en DM sur Insta, enfin on se connaît pas, tu vois, on a personne en commun, machin et tout. Je sais plus ce qu'elle me demande. Elle me demande d'abord une question un peu générale, comment devenir nomade. Bon, je lui réponds rapidement, quoi. Je lui envoie mes trucs que j'ai déjà fait. Enfin voilà, je vais pas refaire inventer la roue. Après, elle me dit, ok, comment est-ce que je fais pour avoir un visa pour le Brésil, tu vois. Je lui dis, bah il y a le visa, peut-être si t'es nomade, il y a le visa digital nomade, etc., etc. Je lui donne le nom d'une amie qui est au Brésil et qui a ce visa-là.
Genre, elle a un nom unique, personne peut avoir, enfin, c'est la seule, tu vois. Donc, tu as juste à googler le nom et tu tombes sur la personne, tu vois. Et l'autre, elle me dit, ouais, mais tu me donnes même pas son vrai contact, son numéro, etc. Tu me fais pas d'introduction et tout. Et elle me fait, et du coup, je lui dis, bah, t'as juste à googler, machin, etc. Elle fait, ouais, j'aimerais pas être ta mère ou tes sœurs, tu vois, vu comment tu traites les femmes, machin. Je dis, mais de quoi, enfin, c'est quoi le délire, tu vois? Je te donne une information hyper valuable, etc., tu vois, et genre, elle te répond comme ça. Et t'as des gens, enfin, en somme, si elle était restée polie, courtoise, tu vois, machin, bah, je l'aurais aidé avec plaisir. C'est parce qu'elle est flinguée. Ouais, mais tu vois, enfin, je veux dire, deux personnes avec deux approches différentes, même si tu vois, bah, je suis occupé, j'ai des trucs à faire, etc., tu fais le truc différemment aussi, tu vois. Ouais. Et je pense que quand tu approches le truc avec un. Tu sais, c'est les trucs un peu de la semaine de 4 heures, là, quand tu contactes quelqu'un, lui montrer que tu vas pas lui prendre tout son temps, que tu as déjà fait tes recherches avant, que machin, tu vois. Genre, moi, les gens qui te posent des questions dont la réponse est sur Google. Ou pour Google, c'est bon, quoi, tu vois. Oh là là, mais genre, ouais. En fait, je pense que la meilleure façon d'approcher quelqu'un, c'est de lui demander de parler de lui. Tu vois, c'est pas. Enfin, honnêtement, comment est-ce que je fais pour avoir un visa pour le Brésil? J'aurais même pas répondu, quoi. C'est vas-y, je suis pas Google, tu vois. Ouais. Ou voilà. Mais sinon, je pense que la bonne façon d'approcher quelqu'un, c'est de dire, écoute, je suis dans telle situation, j'ai vu que toi, tu avais surmonté ce truc-là. Est-ce que tu auras un conseil à me donner lié à ton parcours, tu vois? Et là, la personne, en fait, elle kiffe, tu vois. Oui, bah, ils adorent parler d'eux, les gens. Ouais, mais c'est parce que c'est humain, tu vois. Ouais. Mais du coup, en fait, je pense que c'est le meilleur conseil à donner pour obtenir une réponse de quelqu'un qui pourrait paraître inaccessible, en fait. Ouais. C'est, voilà, je suis dans la même situation que toi, je m'identifie à toi. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour passer au travers de cette situation? Ouais. Ouais, non, clairement. Ça marche. Ouais. Et on prend juste quelques secondes pour remercier tous ceux qui supportent le podcast en rejoignant les masterclass Business et Coconut. Alors dans ces masterclass, on partage nos meilleures méthodes, nos meilleurs outils et tout ce qui a eu le plus d'impact dans nos vies et dans nos business en 20 ans d'expérience cumulée sur le web. Rendez-vous sur businessetcoconut.com pour en savoir plus. J'enchaîne avec une question, je sais pas si c'est, je l'ai vu là, je sais pas si c'est relié à ce qu'on disait avant, mais c'est toi qui as rajouté ça, je pense. Comment tu vis les attentes que les gens peuvent avoir envers toi? Ouais. Est-ce que c'était par rapport à ça ou c'est un autre Non. Parce que j'ai l'impression que c'est une question que tu veux me poser ou que tu veux nous poser. Ouais, c'est ça. Non, mais juste pour comprendre. C'est un vrai truc en fait, c'est que c'est lié. C'est une vraie question à se poser, je crois, pour n'importe qui veut entreprendre. Tu vois, quand tu es freelance, on a des attentes, enfin tes clients, grosso modo, ils attendent des choses de toi. Quand tu es entrepreneur, ça peut être le cas aussi, mais il y a une façon de se libérer de ça, c'est d'avoir un produit qui va être vendu ensuite. Enfin, comment te dire? En fait, à partir du moment où le produit il est créé, tu n'as plus à répondre à des attentes, tu vois, de tes clients. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est là, t'achètes pas. Mais en fait, c'est là, il est là le produit. Ah, par rapport à un produit que tu vas pré-lancer ou un truc comme ça? Ou qui roule en fait, on s'en fout, tu vois. Okay. Si tu veux, en fait, le truc c'est que je vis assez mal. Je vis assez mal, je ressens le truc, tu vois, et je pense que du coup c'est intéressant de le partager. Je vis assez mal le fait que on puisse, par exemple, j'ai des clients, tu sais, moi j'ai 3 activités, donc j'ai l'activité agence, l'activité copy training et la nouvelle activité d'accompagnement business. Et dans l'activité agence, parfois on va avoir des attentes, tu vois, et avant on pouvait avoir des attentes sur des trucs à mettre en place, ce genre de choses, et putain je le vivais mal, quoi, c'était vraiment de la pression. Aujourd'hui, des attentes démesurées, tu veux dire? Ou non? Juste des attentes. En gros, je vends un truc et derrière, le client, il attend un truc de moi, tu vois. Il attend un truc de nous, tu vois. Et si moi, j'ai un truc à produire, un truc à faire ou à intervenir dans la machine, ça me met de la pression. Et du coup, c'est intéressant, mais en fait, si tu veux, ma pensée se construit en même temps que je te le dis, parce que je crois que je ne l'avais jamais développé, mais on s'en fout. Le truc, c'est que ça remet vachement en question le sujet des pré-lancements. Je trouve que le pré-lancement c'est génial parce que en fait quand je parle pour une formation ou n'importe quel produit d'ailleurs, tu pré-lances, tu crées une bêta
tu vois, une version bêta, et à partir de cette bêta, tu crées ta version définitive, on va dire, tu vois. Bah, en fait, c'est bien, mais quand tu pré-lances avant d'avoir lancé la bêta, ça crée beaucoup d'attentes et beaucoup de pression de la part des personnes à qui tu as pré. Et c'est normal, en fait, c'est ce que tu leur as vendu. Ouais, parce que Mais parce du que coup, c'est. mais tu vois, Ça en dépend fait, à quel point tu le vends. la vie. Bah non, mais. Parce que tu le sais pas. Enfin, voilà, c'est. Ouais, c'est ça, mais tu vois, tu vends un rythme, tu vends des choses. Ouais. Et en fait, juste le truc, c'est de se rendre compte et mettre de la conscience là-dessus, sur le fait qu'il y a vraiment deux façons de vivre sa vie d'entrepreneur. Et je mets un E majuscule, tu vois, dans l'entreprise, parce que ça peut être à tous les niveaux, et c'est même pas qu'entrepreneur, de vivre sa vie tout court. C'est de promettre des choses qui existent versus promettre des choses qui n'existent pas encore. Et putain, mais en fait, l'approche, elle est complètement différente, tu vois. Ouais. Ah bah oui, ouais, c'est clair. Moi, je l'ai vécu de différentes façons parce que tu sais, j'ai lancé une start-up dans la course à pied où fallait vendre des choses qui n'existaient pas et on allait s'adapter à leurs clients, tu vois, plus en mode start-up. J'ai aussi pré-lancé plusieurs formations, tu vois, où tu sais plus ou moins ce qu'il y a dedans, mais en vrai, ça dépend de leur feedback, de comment ça se passe et tout. Du coup, tu sais pas forcément, tu vois. Pour moi, comment je répondrai avec ça, par rapport au pré-lancement, c'est justement de vraiment que les gens adhèrent à 100% avec le concept de pré-lancement, tu vois. Que vous allez co-construire le truc ensemble, que c'est un plan, tu vois, que vous établissez, mais c'est sujet à modification, tu vois. Moi, je pense que c'est vraiment, en tout cas pour moi, pour la partie truc, c'est d'impliquer les gens dans le truc, tu vois. Bien et sûr. Limite, si c'est pas ce qu'on avait dit à la base, c'est parce que leur input a été pris en compte, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas si ça te. Ah oui, carrément. Non, mais c'est ça pour le coup, aujourd'hui c'est géré, mais c'est juste, tu vois, l'idée c'est de sûr que ça met la conscience là-dessus, ça met une pression. Et comprendre et se rendre compte en fait que c'est un truc. Mais ouais. Mais moi, j'ai accompagné plusieurs personnes à lancer des freelances, à lancer un programme d'accompagnement dans leur thématique. T'en connais plusieurs, Antoine et autres. Et j'avais sous-estimé et eux aussi la pression que ça allait faire, tu vois, de faire le pré-lancement. Ils ont fait des pré-ventes et après de créer la formation. C'est pas tout le monde qui a bien vécu le truc, tu vois. Et je pense que c'est une charge de travail et de dédication à son nouvelle activité que beaucoup de gens sous-estiment, tu vois. Et moi, ce que je disais dans ce programme-là, c'est l'accompagner, c'est genre, libérez-vous, vous êtes freelance, libérez-vous au moins 1 à 2 journées par semaine, full focus là-dessus pour pouvoir le gérer. Résultat, souvent, ils ont sous-estimé ça, ils disent, ok, je me suis libéré vendredi après-midi, c'est bon, tu vois. Et en fait, tu le payes par la suite, quoi. Et je pense que même pour l'avoir fait plusieurs fois, tous les deux, des pré-lancements, etc., tu peux être sûr que le prochain pré-lancement, on va sous-estimer le truc aussi, tu vois. Et tu te fais rattraper un petit peu, forcément. Même si tu prends de l'avance ou autre, t'as toujours ce truc-là. Et je pense que ça fait partie de l'expérience et la beauté de la chose aussi, quoi. Et qui te fait être vraiment à fond dans le truc. Ouais, et du pas coup, en, t'as la pression, pas en mode. T'es un peu drivé par la pression, etc. Ouais. Ça fait partie c'est un carburant. C'est ça. Mais, puis tu vois, moi j'ai des trucs, j'ai des fois où le pré-lancement, entre ce que tu pensais, pas le contenu de ce que tu allais faire, mais les résultats que les gens allaient avoir, quand est-ce qu'ils allaient les avoir et la réalité, il y a une différence. Ça peut être plus rapide. Moi, la Freemode, j'ai lancé. Au bout de 2 semaines, tu avais une meuf qui avait trouvé une mission freelance nomade. Elle est partie au Bénin. Tu vois, j'aurais jamais imaginé ça. Et tu as d'autres fois où, pour des personnes pour qui ça prend plus de temps, et via leur feedback, tu améliores le truc. Et c'est un petit peu une façon différente de ce que tu as imaginé. Mais je pense que tant que moi, tu sais, je me sentais bien tant que je continuais à écouter ce qu'ils me disaient, les accompagner jusqu'à ce que ça se passe. Tu vois, peu importe quand ça a lieu. Je pense que c'est le truc aussi. En fait, vu que dans ce format-là, tant que entre guillemets tu lâches pas les gens, ça marche, quoi. Ouais. Je sais pas comment tu le vois. Ouais, et tu sais que par rapport à ça, ouais, non mais clairement, c'est juste, tu vois, résister à la pression et heureusement qu'un lancement ça dure pas longtemps. Enfin, tu vois, quand tu fais un pré-lancement, c'est le temps de construire, quoi. Et après, ça y est, c'est bon, c'est quelques semaines, mois. Quelques mois. Mais par rapport à ce que tu disais, tu vois, les résultats qui peuvent être différents d'une personne à une autre, pour moi, ça, je l'explique vraiment, principalement, on va dire,
par la question justement des croyances et de l'identité. Changer d'identité, c'est un truc de ouf. Quelqu'un qui est ancré depuis 15 ans dans le salariat pour qu'elle devienne freelance, en fait, pendant 15 ans, elle s'est remplie de croyances limitantes. Alors, croyances limitantes, je le dis avec des gros guillemets, parce qu'en fait, c'est des croyances qui font ton identité. Mais pour moi, il n'y a pas une identité qui a raison, une identité qui a tort. Il n'y a pas une identité, il n'y a pas des croyances qui ont raison et des croyances qui ont tort. Mais c'est juste que pour passer d'une identité à une autre, il y a des croyances qui nous empêchent de le faire, qui nous limitent pour y aller, tu vois. Et c'est juste ça, en fait. Et c'est sûr que quand tu as passé 15 ans en tant que salarié et que tu veux devenir freelance et puis qu'en plus dans ton environnement il n'y a personne qui est indépendant et blablabla, tu as renforcé cette liste de croyances en mode plus, tu vois. Et pour transformer, c'est compliqué et ça prend plus de temps. C'est pas impossible, loin de là, mais ça prend plus de temps. C'est juste faut en avoir conscience. Et tu vois, aujourd'hui tu as des mecs qui font beaucoup d'argent en ligne, genre des millions, tu vois. Ils ont 20 ans, 22 ans ou un truc comme ça. En fait, la raison pour laquelle... Alors attention, c'est 0,00001%, mais forcément, c'est ce qu'on voit. Mais peu importe. Comment j'explique ça? C'est simplement, ils n'ont pas eu le temps de renforcer les croyances qui auraient pu potentiellement les limiter, en fait. Tu vois? Et voilà. Mais ça, clairement. Moi, j'en ai aussi des comme ça. C'est une partie de nos programmes, toi aussi, j'imagine. Cette partie-là, le changement d'identité, qui est... Puis c'est un truc qui prend un petit moment, quoi. Et tu rechutes. Je trouve que tu rechutes. Et je trouve qu'il y a les... toi, tu parlais de croyances. Moi, je parlerais aussi un peu de... Tu vois, de réflexe, voire de posture par rapport aux choses, tu vois. Genre, typiquement, salarié, la plupart des personnes, tu vas attendre qu'on te dise quelque chose, tu vois. Tu vas être pour beaucoup moins proactif. Ça, pour moi, c'est des réflexes un peu entrepreneuriaux que tu développes au fur et à mesure. Donc, il y a plusieurs plans aussi, mais c'est... Ouais. Puis pareil aussi, le truc de travailler sur ses peurs et tout ça, c'est pas un truc qu'on t'enseigne à faire en école, tu vois, ou autre, ou dans la vie pro. Et tu vois, même dans l'entreprise, ceux qui travaillent là-dessus, c'est ceux qui évoluent aussi. Au final, enfin, dans la vie, peu importe, tu vois, si, je sais pas, par exemple, si on va prendre l'exemple du ski, tu vois, l'étape 1, c'est chasse-neige. Si t'es bloqué à cette étape-là parce que tu as peur de skier parallèle, parce que tu peux plus tomber, etc., tant que tu n'as pas dépassé ta peur, tu vas pas skier parallèle, tu vas pas faire ce qu'il faut, tu vois. Donc, j'aime bien cet exemple, mais c'est un peu le même truc que, tu sais, on parle souvent d'environnement, etc. En fait, être au contact de personnes qui n'ont pas peur, ça te permet de lever cette peur, en fait. Mais quand tu vois le ski, les enfants, genre quand moi je vois j'ai des cousins qui habitent à Grenoble et tout, genre ils sont nés sur les skis, tu vois. Ils ont pas la peur, ils vont à fond, il y a des bosses, ils s'en foutent, etc. Quelqu'un qui va apprendre le ski, genre ma copine, j'aimerais bien qu'elle apprenne le ski. Elle a déjà essayé, etc. Mais ces personnes qui vont apprendre le ski plus tard, ils ont beaucoup plus peur parce que tu vois beaucoup plus les risques potentiels de ce qui peut se passer et tout ça. Et tu as peut-être eu des histoires, machin. En enfant, t'apprends le truc, tu t'amuses, t'y vas, quoi. Tu te poses pas de questions. T'as pas eu le temps, en fait, de renforcer toutes ces croyances. Et c'est ça aussi, tu vois, les adultes, on se pose toujours 12 000 questions. Et en fait... tu vois, il y a un peu toujours ce biais vers l'action qui fait que tu avances, tu te démarques, tu apprends, etc. Les gens qui me disent, j'en ai encore eu cette semaine, tu vois, genre j'ai fait tout ce qu'il fallait, machin, tout est clair, mais j'ai envoyé des messages prospects, mais j'ai pas de réponse, j'ai pas de truc, etc. Je demande à la personne, t'as envoyé combien de messages? 12 messages. Bon, super, c'est en août. 12 messages, tu vois. Mais et puis cette personne-là, du coup, je lui dis, ok, t'as envoyé 12 messages, il n'y a pas de réponse, mais c'est quoi les prochaines étapes? Il dit, je vais attendre septembre. Je dis, Coco, non, vas-y, quoi. Tout ce que tu fais maintenant, c'est déjà de l'avance prise. Il y a des boîtes qui cherchent activement des freelances pour préparer un truc pour la rentrée, tu vois. Et donc ça, c'est des croyances aussi. C'est des croyances. Ouais. Mais c'est directement lié. En fait, je crois qu'il y a, c'est ça, il y a les expériences passées qui créent et renforcent notre système de croyances et notre environnement. Et le hack, ça va être toute la question des visualisations, en fait, mettre nos différents sens
à profit pour ressentir des émotions dans le cadre des croyances qu'on veut faire sauter, tu vois, de la nouvelle identité en gros. Ouais. Je vais arrêter de parler de ça parce qu'on va me prendre pour un ouf. Ouais, putain, mais il y a aussi les personnes de qui tu t'entoures aussi, tu vois. L'environnement, l'environnement physique, direct ou indirect, les gens que tu suis, les gens avec qui tu interagis et tout. Ouais. Moi, genre niveau entrepreneuriat, là, tu sais, d'avoir rejoint la communauté entrepreneur, il y a beaucoup d'Américains, etc., qui ont des business différents. Niveau, bon, ça a apporté plein de trucs, mais tu vois, un des trucs que ça a apporté, c'est aussi de tous ces Américains, ils ont toujours l'objectif de faire un exit après, tu vois. Genre, en France, à part dans les startups, c'est pas trop le cas, quoi. Ouais. Et alors, le problème par rapport à ça, je te le partage, mais je pense qu'on est tous différents vis-à-vis de ça. C'est une question de croyance, clairement. Et attention, à faire sauter des croyances, c'est pas facile en fait. C'est juste, tu vois, mais c'est en avoir conscience. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Le problème, je crois qu'en fait, l'environnement est puissant, c'est-à-dire les personnes dont tu t'entoures, les personnes desquelles tu t'entoures vont te permettre de faire évoluer tes croyances à partir du moment, il y a un si, tu vois, il est hyper important, c'est conditionnel, c'est si cette personne, si tu es capable de t'identifier à cette personne. Et en fait, le problème que moi je vais avoir, par exemple, avec des trucs américains, etc., c'est de ne pas pouvoir, j'ai cette croyance que je ne peux pas m'identifier aux Américains parce que c'est pas le même marché. Parce que la psychologie du consommateur n'est pas la même, parce que ceci, parce que cela, tu vois. Ouais. Mais c'est une croyance, j'en sais rien moi. Aujourd'hui, c'est la croyance que j'ai. J'ai beau me répéter 100 fois, mais non, bah prouve-moi le contraire, tu vois. Et là, peut-être que ça fera évoluer ma croyance. Mais aujourd'hui, je suis un peu bloqué là-dedans. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, c'est super à partir du moment où on n'a pas des trucs qui viennent des trucs qui viennent se foutre dans nos roues, quoi. Ouais, bah tu sais, on avait parlé, à un moment, tu parlais de pas forcément de revendre, mais de regarder comment structurer pour potentiellement dans le futur, etc. Et moi, là, tu vois, je parle de revente et tout. J'ai pas du tout envie, je pense pas que j'aurais envie de revendre ce que je fais là, tu vois. C'est pour moi, genre, je me vois continuer ça tout le temps, tu vois. Ça va évoluer, c'est cool. Mais c'est plus créer d'autres trucs en dehors, tu vois, qui sont. Tu veux en parler ou pas? Non. Bah, c'est le projet de SaaS dont je parle un peu de. Mais tu veux en parler ou pas? Pas encore, mais en gros, c'est dans le monde du freelancing. Donc, ce que je fais aujourd'hui, tu vois, ça va aider le projet. Mais l'idée, c'est de séparer le projet, tu vois, que ça ait sa propre marque et tout ça, tu vois. Et puis, il y a un peu un style aussi, tu vois, un peu une idée type genre ClickFunnels, tu vois. Genre, enfin, dans l'idée, c'est sans le péjoratif, mais en gros, il y a la partie formation plus outils et les deux fonctionnent ensemble et peuvent s'entraider, quoi. Donc voilà. Après, je sais pas, tu vois, ça marche pas. Mais justement, tu vois, je pense que je vais essayer des deux projets principaux que j'ai envie de tester comme ça, bah de les pré-lancer, de faire une phase de test, je sais pas, de 3 mois, tu vois, en mode bêta, et genre de laisser tourner le truc après, le temps de voir ce qui a le plus de sens et autres, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas le truc principal, tu vois. L'idée, c'est que ce soit un side project qui puisse par la suite devenir autre chose, quoi. Mais après, ça, c'est le plan, on verra là. Trop bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et hâte d'en savoir plus aussi. Ouais. Bah, ouais, j'ai envie d'avancer un peu là-dessus, mais c'est, ouais. Tu vois, c'est. Entre guillemets, c'est moins facile que l'accompagnement en programme parce qu'il y a la partie technique aussi qui est là. Donc, j'ai des personnes, tu vois, j'ai un ami avec qui j'avais déjà monté une startup, tu vois, donc je pense que ça devrait se faire comme ça, mais quand tu as moins le contrôle, tu vois, genre mettons là, je veux changer un truc, j'ai une équipe et tout, mais je peux le faire, je peux mettre les mains dans le cambouis, etc. Là, c'est un truc où je vais devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour matérialiser ma vision, et il faut que la personne adhère à ça aussi, et que ça évolue, et les feedbacks et tout ça, quoi. Ouais. C'est plus lourd. Je comprends. Est-ce que l'IA peut jouer un rôle? Il y a un mec, j'entendais un mec, putain, j'ai plus... Ouais, l'IA, ouais. Et j'entendais un gars qui, dans une interview, donc c'était un gros truc, et putain, j'ai plus la ref exacte, mais grosso modo, ce que j'ai retenu, c'est que le gars disait qu'aujourd'hui, tu pouvais développer à peu près n'importe quel logiciel sans être développeur, tu vois, juste avec l'IA. Bah, j'en connais notre pote en commun, Antoine. Ouais. Il a, sans savoir programmer, il a codé un SaaS. Ok. Via ChatGPT, il a suivi un programme qui te guide un peu sur comment faire ça, mais c'est possible. Après, moi, dans le projet, oui, je pourrais faire ça et passer 6 mois à essayer de comprendre comment ça marche, etc.
ou je pourrais aller voir mon meilleur pote qui est programmeur et qui a un master en IA, tu vois. Et gagner du temps, et puis c'est un autre input aussi. Et voilà, enfin tu vois, faire un truc un peu plus poussé aussi pour la suite, tu vois. Parce que même si tu fais un MVP en no-code, déjà les outils de no-code ça coûte une blinde, donc c'est pas forcément viable tout de suite. Et ouais, non, mais tu testes ton truc, etc. Mais est-ce que tu l'as vraiment testé jusqu'au bout en collant des bouts de trucs, tu vois? Je sais pas. Et à voir. En tout cas, c'est intéressant, mais c'est voilà, du coup, d'où revient le sujet, tu vois, de quoi prioriser, etc. Forcément, ça m'excite plus, que c'est différent de ce que je fais, et je vois les potentiels du truc, surtout avec l'IA et autres. Mais d'un autre côté, j'ai aussi d'autres trucs sur lesquels j'étais, tu vois. Sur lesquels tu capitalisé aussi. Ouais, comme mon projet de livre, tu vois. Alors, c'est pas aussi court terme et tout, mais c'est un truc, si je le commence pas, ça va pas se passer, tu vois. Et du coup, d'où revient le focus d'avoir une vision claire de ce que je veux faire. Pour moi, en fait, et aussi pour mon équipe. Parce qu'un truc aussi, c'est que si tu partages vraiment ta vision, comment tu vois les choses avec les gens clés de ton équipe qui sont là depuis. Moi, j'en ai avec qui je travaille depuis 2-3 ans. Bah, si eux, ils ont aussi la vision et la partagent, ils peuvent la mettre en pratique sans que tu sois aussi impliqué, tu vois. C'est-à-dire c'est-à-dire que si c'est clair pour tout le monde où on va il y a la vision perso et la vision pro aussi, tu vois, d'une entreprise. Pour impliquer, tu veux dire, pour impliquer ton équipe dans le nouveau projet? Ouais. Ok. Donc avoir une vision et des missions claires dans ce qu'on fait, tu vois, pour que eux ils puissent prendre les décisions basées sur ce système de valeurs commun. Tu voudrais mettre ton équipe actuelle dans le SaaS aussi? Non, c'est pour dans le projet actuel, dans la free school, free mode et tout ça, mais tu vois qu'ils puissent faire avancer les projets sans que je sois aussi impliqué. Si je leur dis vous avez carte grise, tu vois, dans le sens où genre je regarde quand même, tu vois, mais tant qu'on respecte telle valeur et puis aussi telle, je sais pas, question de budget ou autre, go, tu vois. Et du coup, je pense que c'est un moyen aussi pour qu'ils s'approprient le projet et qu'ils vraiment soient en mode partenaire plutôt que prestataire, tu vois. Ok, alors... Pas que ce soit forcément conscientisé de la part de tout le monde, tu vois, mais... je pense que tu as quand même déjà pas mal ça, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense qu'il y a un niveau au-dessus que je sais pas encore débloquer, tu vois. Je sais pas si, tu vois, je crois... j'ai du mal à... Mais j'ai quand même le sentiment qu'une équipe, pour avancer, elle a besoin d'un leader qui soit quand même relativement présent. Ouais, mais je veux dire, tu peux être présent en tant que... tu sais, pour moi, on avait parlé, je pense déjà, mais pour moi, je pense toi aussi, on a plusieurs rôles, tu vois. On a le rôle d'expert slash formateur, tu vois. On a le rôle de marketeur et on a le rôle peut-être de leader, justement, tu vois. Et on peut avoir différentes proportions des différents rôles à différents moments. C'est un peu les concepts du E-Myth aussi, tu vois, dans le genre. Mais le concept du leader, ça peut, tu peux aussi entre guillemets le répartir aussi à d'autres gens de l'équipe, tu vois. Ouais. Dans une certaine mesure. Et réduire ton implication de leader, tu vois, pendant un moment pour aller faire d'autres trucs et revenir. Et justement en donnant un peu un cadre à ce qu'on veut faire ensemble, tu vois. C'est quoi le but de l'activité, tu vois. Oui, est-ce que c'est partagé? En fait, le truc, c'est quand tu réfléchis, c'est c'est ça. Tu as d'autres personnes qui peuvent avoir ce rôle de manager. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà en place sur certains projets. Nous, on l'a déjà mis en place sur différents trucs. Il y a des projets qui ont été faits par différents membres de l'équipe sans que je sois impliqué du tout. Et c'était leur idée et ils l'ont fait et c'était génial. Il y a aussi des projets comme ça où c'est des projets qui ont dégénéré et qui commençaient à coûter plus d'argent qu'ils n'en rapportaient, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai dû revenir et dire ok, ça, on coupe ça à ce moment-là, tu vois. Et c'est là qu'on s'est planté. Et apprentissage d'équipe pour la suite, tu vois. Et pareil avec des prestats. Enfin, pour moi, tant que tu travailles avec quelqu'un sur le long terme, c'est un peu ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que forcément, tu as une question d'apprentissage, erreur et à mesure que l'activité évolue, bah, voilà, un prestataire, il va être aussi un bon freelance, il va aussi être force de proposition et t'aider aussi à faire évoluer le truc. Alors moi, ce que j'ai pu identifier, c'est que c'est mon expérience perso et
Je sais pas si ça peut faire, enfin bon, j'en sais rien. Je sais pas si ça peut faire office de, mais en tout cas, bon, c'est un bon learning. Mon expérience perso par rapport à ça, c'est que en fait, tu as deux types de prestats. En fait, c'est pas vraiment des types de prestats. Je crois pas que ce soit la personne en tant que telle, tu vois. C'est la personne dans la relation, dans la relation, tu vois, de prestation. Tu as des personnes qui sont justement impliquées parce qu'en fait elles ont compris les valeurs et elles ont envie de faire grandir le truc, et puis tu as d'autres personnes qui sont vachement en retrait et en gros voilà, elles font le truc, elles prennent leur ticket et puis c'est bon quoi, tu vois. Et moi ce que j'ai pu observer, c'est que je pense pas être un bon leader, mais j'ai une équipe qui est vachement impliquée, mais parce que en fait elles connaissent le produit. Ouais. Et donc j'ai l'impression que ce qui les drive, c'est plus le produit et ce qu'il y a autour du produit, plutôt que moi. Tu vois, je n'ai pas l'impression d'être un bon leader, mais par contre, j'ai l'impression que c'est les valeurs autour du produit qui les drive et qui leur donnent envie de s'investir. Tu vois, et quelques... Ouais, mais ça, c'est toi qui les as incorporés dans le produit, puis ils l'ont vécu aussi, tu vois. Ouais. Dans un sens. Ouais, non, mais clairement. Mais du coup, c'est intéressant, tu vois, de se dire, ok, c'est bizarre parce que du coup, enfin, je sais pas trop. Mais moi, tu vois, genre, de plus en plus, genre, je veux que des gens qui sont là pour longtemps, tu vois. Genre, qui sont dans le truc et impliqués pour la suite, parce que c'est pas forcément évident à le savoir, tu vois. Là, j'ai bossé avec quelqu'un pendant quelques mois, puis on a arrêté. On avait fait une phase test de 3 mois. Bah, au bout de 3 mois, tu vois, ça marchait pas. Mais je pense que au-delà juste de ce qui allait pas dans les faits, c'était aussi un problème de valeur et de vision et de tout ça, tu vois. Et j'ai aucun problème. Maintenant, j'en prends beaucoup plus, tu vois. Avant, je disais non, je veux faire un truc. Quand je veux faire un truc, je vais recruter quelqu'un que j'ai formé ou de mon réseau, machin. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus prendre des microservices à droite à gauche pour des gens. Je veux tel truc, c'est telle condition, tac, tu vois. Genre par exemple pour des miniatures YouTube, j'ai commencé à reprendre quelqu'un là sur ComeUp parce que je voyais que c'était un gros bloquant dans le process de publication des vidéos et tout. Et ça c'est parfait, tu vois. Genre je paye, s'il y a quelqu'un d'expert, tu vois, dans le truc. Cette personne, elle n'est pas impliquée. Non, justement, mais tu vois, il y a certains trucs comme des petits trucs ponctuels où c'est un truc dans un process. Mais je crois que c'est tout le. Ouais. En fait, c'est toute la problématique. Hein. C'est pour nous, tu vois, c'est d'avoir. En fait, tu vois, si on réfléchit, c'est qu'on revient pour avoir des personnes impliquées dans leur travail et dans un objectif commun. Il faut avoir des personnes. On revient à ce qu'on disait avec la question du focus. Si tu as à partir du moment où tu travailles avec des personnes qui ont 7 missions en même temps, tu vois, qui ont 7 des prestats, des freelances, qui ont 7 clients en même temps, mettons, bah, leur focus, il est divisé par 7 en fait. Ouais. Tu vois, et donc, l'étape ultime, c'est de réussir à avoir des prestats qui ne travaillent que sur ce projet, tu vois, que sur un seul projet. Mais c'est pas évident parce que du coup ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment de volume, suffisamment de choses à donner à faire et machin, enfin tu vois. Ouais. Et je pense que c'est le bon calcul, mais pour moi on va dire que 35 heures d'une personne, ça vaut facile, franchement, j'allais dire entre 70 et 100 heures de 5 personnes réparties, tu vois. Ah oui, ouais, pour la question de focus, ouais. De résultats, en fait. Ouais. De performance. Il faut, clairement. Ouais, bah c'est clair, ouais. Mais je pense que ça, c'est un truc aussi, c'est aussi la question de freelance, prestataire versus employé ou freelance à temps plein, tu vois, qui se pose. Après, il y a des façons de gérer ça et autres, tu vois, mais pour moi, ça fait aussi partie de la beauté d'être freelance, de pouvoir avoir plusieurs clients. Mais il y a certaines personnes avec qui je travaille, tu vois, où c'est clair que je veux que le focus principal de tel type de mission, ce soit que avec moi, tu vois. Genre typiquement, Vanessa avec qui je travaille, qui est ma directrice d'opération, c'est très clair qu'elle ne peut pas faire ce boulot-là pour plusieurs clients, tu vois. Déjà parce que physiquement, c'est compliqué.
et aussi parce que moi ça me correspondrait plus si c'est le cas, tu vois. Je sais que son focus va être dissipé sur les trucs et c'est compliqué. Et ça c'est un truc que Victor m'avait dit à l'époque, tu vois. Il avait essayé il avait déjà sa cliente principale où il était directeur des opérations et j'avais recruté pour faire ça chez moi aussi, en mode ce que tu as appris c'est cool, etc. Et en fait au bout de quelques mois il me disait écoute, désolé mais c'est pas possible, tu vois. Je vais t'aider à trouver quelqu'un d'autre, etc. Mais c'est pas possible de le faire pour plusieurs personnes en même temps. Ouais, et ça, il y a certains sujets comme ça où voilà, tu vois. Je sais que, je sais pas, en copie, ça doit être compliqué d'être sur 12 projets en différents avec 12 personas, machin. Tu dois vraiment te plonger dedans. Et il vaut mieux les enchaîner les uns derrière les autres plutôt que les avoir tous en parallèle. C'est ça, ouais. Ce qui n'est pas évident non plus, parce que tu veux te laisser un peu de temps de relire, de prendre de la distance. C'est difficile, non, mais à gérer, c'est vraiment pas facile. Et je me mets autant nous de notre côté, quand tu es sur le côté recrutement, on va dire, c'est compliqué, tu vois, parce que c'est des maths en fait. Entre maximiser le focus et est-ce que tu peux investir pour avoir un retour sur investissement positif en fait. Et de l'autre côté, c'est la même chose en fait. C'est des maths aussi pour les prestats en fait. S'ils sont avec un seul client, quelque part ils ont un manque à gagner avec les autres. Enfin, tu vois, les prestats ils cherchent aussi à maximiser leurs revenus. Enfin, tu vois. Ouais. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que la sécurité, elle a un coût, elle a un prix aussi. Donc c'est sûr. avoir tu vois, par exemple, un prestat enfin, je sais pas, on va dire qu'à 35 heures, je dis n'importe quoi, tu vois, mais on va dire sur une base de 35 heures par semaine, ça fait 140 heures par mois. Si tu payes quelqu'un 2000 €, 2500 €, on va dire, parce qu'il travaille à plein temps avec toi, en free, c'est ok en fait. Tu vois, parce que en fait, tu as le côté sécurité. Maintenant, si tu te bases là-dessus en disant je prends 2500, je le divise par 140, je sais pas combien ça fait, mais ça fait pas beaucoup, ça va faire 20 balles, un truc comme ça, 21 peut-être, un truc comme ça. Si tu prends cette base-là et que tu dis à la même personne je te paye 21 € de l'heure, il va te dire non en fait. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, puis même, c'est pas... Enfin, tu vois, les missions court terme sont censées aussi être plus payées. Enfin, il y a un côté aussi dégressif, tu vois. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la sécurité permet de... Enfin, la sécurité a un prix. Donc, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui travaille uniquement avec toi. D'abord parce que financièrement, ça marche mieux. Mais en plus, le bonus, c'est que du coup, tu as un full focus avec toi, quoi. Tu vois. Donc, en fait, c'est intelligent d'avoir quelqu'un à plein temps. Et c'est pas facile parce que ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable d'intervenir sur toutes les tâches. Tu vois, ou que tu as assez de choses à lui donner, quoi. Assez de choses à lui donner dans sa tâche, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Mais clairement, c'est... Bah ouais, c'est sûr qu'après, il faut un certain volume et évolution de l'activité, tu vois, pour pouvoir avoir des prestats comme ça. C'est bien. Si j'étais youtubeur, je pense que je prendrais, si j'étais vraiment youtubeur, tu vois, je pense ça parce que j'ai un pote youtubeur et on en parlait. Et tu sais, moi je lui disais, franchement, à ta place, tu vois, j'engagerais en fait, c'est ça que je ferais, tu vois. C'est je prendrais, plutôt que de prendre un prestat, il est tout le temps en galère avec les monteurs freelance, tu vois. Des livraisons, machin, enfin, tu vois, mais il y a un autre projet qui prend du temps et blabla et blabla. Et en plus, du coup, c'est des monteurs qui prennent pas mal, tu vois. Et je lui disais, mais en fait, quitte à lancer une autre chaîne, en fait, je préfère avoir plusieurs chaînes en même temps. Je préférerais avoir quelqu'un à plein temps. Alors attends, je réexplique. Je dis n'importe, je prends des chiffres au hasard. Plutôt que de payer 1500 € des prestats ponctuels, tu vois, comme ça, pour monter mes vidéos chaque mois, je dis n'importe quoi dans les chiffres. Je préférerais payer 2500 € quelqu'un à plein temps et en fait lui filer un autre projet à côté, tu vois, genre en profiter cette marge de 1000 € de plus, tu vois, l'utiliser pour qu'il monte des vidéos pour une autre chaîne, pour faire plus de prod, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc je préférerais investir plus pour avoir quelqu'un à plein temps. Ouais, je vois l'idée derrière, ouais. Après, pour monteur vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les monteurs vidéo, etc. Et moi, j'ai reçu des propositions de prix et de trucs délirants de la part de monteurs. Moi, je travaille avec la même personne depuis, je pense, 2-3 ans.
Et ça n'a pas toujours été facile, tu vois, la relation, mais en travaillant là-dessus, bah, on arrive à se comprendre mieux en mieux. Pour moi, c'est intéressant. Il me connaît, il a tout l'historique de ce qu'on a fait aussi, tu vois. Et encore une fois, tu vois, je pense que pour moi, j'ai considéré ça comme un poste, entre guillemets, un poste clé. Et donc, j'ai investi aussi là-dedans, tu vois, genre des repas. Quand je vais à Paris, tu vois, on se fait des repas d'équipe, des repas virtuels, des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est pas mal aussi. Tu vois, même si moi, le monteur, à la base, c'est pas un monteur YouTube. Il filme des concerts, il fait des trucs en personne, tu vois, autour de Paris. Mais, et puis, il n'a pas du tout que moi comme client, il y en a plein. Mais je sais que bah, on a cette relation et que ça l'intéresse aussi, tu vois, et que c'est sur la durée. Et que, bah, tu vois, il me donne du feedback aussi vachement intéressant qu'un monteur, tu vois, qui a la presta. Après, peut-être que tu as trouvé une perle, tu vois. Il est très bien, c'est pas toujours facile de bosser avec lui, mais c'est plus, je dirais, c'est plus en fait, une relation, ça se construit, ça se nourrit, et tu vois, c'est pas en mode genre, ok, je veux une vidéo dans 2 jours, machin, tu vois, c'est genre, tu vois, par exemple, avec lui, je sais que tu vois, je sais que j'ai une vidéo qui arrive, c'est de s'arranger avec lui, de dire, ok, est-ce que tu es sur un tournage, est-ce que tu vas être dispo, comment on organise ton temps, tu vois, pour les retours. Est-ce que tu penses que si cette personne ne travaillait que pour toi, tu vois, par exemple, c'est une hypothèse. Est-ce que si cette personne ne travaillait que pour toi, elle te ferait des meilleures vidéos? Je pense pas. Non? Je pense pas. Ok. Il faudrait un volume de vidéos monstrueux pour le nourrir déjà. Non, mais et que ça fasse du sens. On va dire que... Ou alors, si cette personne n'avait que ton projet sur lequel se focus... Franchement, pour cette personne-là, je pense pas. Okay. Je pense pas. Parce que je trouve que c'est sain aussi d'avoir plusieurs trucs et que les freelances, c'est bien les avoir pour nous, etc. Mais c'est aussi cool quand ils ont d'autres clients chez qui peuvent apprendre des trucs ou se mettre à jour ou autre. Et tu vois, cette personne-là, je l'ai recommandé à plusieurs personnes avec qui ça n'a pas forcément marché. Mais parce qu'il n'y a pas eu cette même relation tu vois, de création de confiance et tout. Je l'ai recommandé aussi à Eric. Je sais pas comment ça va se passer, tu vois, mais ça dépend aussi vachement, tu vois. Mais c'est d'être dans l'échange et voilà. Et pour le coup, je me sens super chanceux de travailler avec cette personne-là maintenant, tu vois. Parce que c'est une relation qui est super dure à créer et c'est quand même c'est intéressant. Ok. Et bref. Ok, intéressant. Je sais combien de temps qu'on se parle là. Ça fait 1h30. Voilà. Est-ce qu'on n'en resterait pas là-dessus? Ouais, je pense, hein. C'est pas mal. Moi, je commence un peu à fatiguer là. Puis il faut que tu ailles au sport. Là. Ouais, c'est dans 1h et quelques, ouais. Yes. Tu te prépares psychologiquement. Ok, j'avais mis d'autres trucs, mais bon, c'est pas très intéressant. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, c'était cool. Ouais, moi j'ai appris une petite adaptation de refaire ça en personne, tu vois, c'est pas pareil. Ouais. T'es moins dans ton confort de ton bureau où t'es tout le temps ou autre, tu vois. Mais c'est bien. On va aller en haut là. Ouais. On va prendre un peu de temps pour, si t'es d'accord, pour regarder un peu comment on aménage ça. Ok. Puis on passe les commandes, je passe les commandes directes et je commande le matos et c'est bon. Ok. Ça part. Ouais. Cool. Ok. Let's go. Et merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous êtes restés jusqu'ici, j'aime bien. Ça a coupé, non? Parce que c'est bon. Enfin, en tout cas, les deux là, c'est bon. Incroyable. Je vais peut-être faire un petit. Je sais pas si je dois faire une félicité ou remercier ou je sais pas quoi. Si vous réussissez à me suivre quand je pars dans des trucs un peu tu vois, un peu. Voilà, dans les bas-fonds de ma pensée, je sais que parfois c'est un peu difficile à suivre en tout cas. Je pense que c'est... à me dire aussi, ça m'intéresse de savoir si... C'est un vrai truc, hein. Tu vois, justement, ma Vanessa, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est un truc que je lui ai dit, je lui ai fait franchement, il faut que tu saches qu'avec moi, parfois ça peut être un peu compliqué. Et du coup, on a bossé ensemble là-dessus, c'est un truc duquel je suis conscient. Ouais. Mais... voilà, n'hésitez pas à dire si parfois c'est compliqué de me suivre, si c'est relou ou je sais pas quoi, je ne prends jamais mal, dans la mesure où c'est constructif et ce sera toujours avec plaisir. Merci à tous, merci à toi. Yes. Et puis à très vite. Ouais. Si tu es toujours là, c'est probablement que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Donc pour ne pas rater les prochains épisodes, suivre l'évolution des sujets dont on a discuté et continuer d'être inspiré par des entrepreneurs qui voyagent, abonne-toi. Et si tu veux nous filer un coup de main, il suffit de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes cet épisode. Ça prend 2 secondes et nous, ça nous aide énormément. Un immense merci et à très vite dans le prochain épisode.